Dans les archives poussiéreuses de Charleston, un registre oublié révèle une vérité qui glacera votre sang. Des êtres humains élevés comme du bétail, leurs enfants vendus comme marchandises de luxe, leurs corps mesurés et catalogués dans un système d'une froideur industrielle qui opérait dans l'ombre de l'Amérique du XIXe siècle. Avant de plonger dans cette histoire troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous marquer à vie. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une fiction. C'est le témoignage glaçant d'un jeune homme qui a risqué sa vie pour infiltrer un réseau secret et qui a payé le prix fort pour avoir voulu révéler la vérité. Son nom était Nathaniel Richardson et son histoire commence en 1857 dans les plantations cachées de Géorgie, où l'humanité elle-même était devenue une marchandise à perfectionner. L'automne de 1857 s'annonçait particulièrement lourd dans le comté de Burke, en Géorgie. Les feuilles des magnolias commençaient à jaunir sous un soleil implacable, et l'air épais charriait cette odeur âcre de coton et de sueur qui caractérisait les plantations du sud américain. Dans cette région reculée, à plusieurs heures de cheval d'Augusta, s'étendaient des propriétés immenses dont les limites se perdaient dans les marécages et les forêts de pins géants aux troncs noircis par la résine. La route de terre battue qui serpentait entre ces domaines était rarement empruntée par des étrangers. Les propriétaires locaux préféraient cette isolation qui leur permettait de mener leurs affaires sans regard indiscret. Car ces plantations n'étaient pas ordinaires. Elles abritaient des secrets que même les autres propriétaires d'esclaves du Sud n'auraient pu imaginer dans leurs cauchemars les plus sombres. C'était une époque où l'esclavage atteignait son apogée économique, générant des profits colossaux qui enrichissaient une élite de planteurs aux méthodes de plus en plus raffinées. Le coton était roi, mais certains propriétaires visionnaires avaient compris que la véritable richesse résidait dans l'optimisation de la main-d'œuvre elle-même. Ils avaient développé des techniques d'une sophistication troublante pour maximiser leurs profits, transformant leurs plantations en véritables laboratoires d'expérimentation humaine. Les tensions politiques entre le Nord et le Sud s'exacerbaient chaque jour davantage. Les abolitionnistes multipliaient leurs campagnes de sensibilisation, publiant des témoignages d'anciens esclaves et des pamphlets dénonçant les horreurs du système. Mais ces dénonciations restaient générales, décrivant des violences individuelles ou des conditions de travail inhumaines. Personne n'imaginait l'existence d'un système industrialisé d'élevage humain, organisé selon des principes pseudo-scientifiques et coordonné à l'échelle de plusieurs États. Nathaniel Richardson avait 23 ans quand il accepta cette mission périlleuse pour le compte de la Société anti-esclavagiste de Massachusetts. Fils d'un marchand prospère de Boston spécialisé dans l'import de produits manufacturés européens, il avait été formé dans les meilleures universités du Nord et parlait couramment le français, l'allemand et l'espagnol. Son père, Isaiah Richardson, était un membre influent des cercles abolitionnistes et entretenait des correspondances secrètes avec des réseaux d'aide aux esclaves fugitifs. L'apparence juvénile de Nathaniel, ses manières raffinées et sa connaissance approfondie de l'agriculture et de l'élevage en faisaient le candidat parfait pour s'infiltrer dans les cercles fermés des grands propriétaires du Sud. Mais surtout, il possédait une qualité rare. Un sang-froid remarquable qui lui permettrait de conserver son masque même face aux révélations les plus atroces. La société anti-esclavagiste l'avait choisi après des mois de préparation minutieuse. Des rumeurs persistantes circulaient depuis le printemps précédent sur des pratiques d'élevage humain d'une ampleur et d'une organisation jamais vues auparavant. Ces informations provenaient de sources diverses, témoignages fragmentaires d'esclaves fugitifs, lettres interceptées par des postiers complices, confidences d'anciens contremaîtres rongés par la culpabilité. Les lettres saisies parlaient de programmes d'amélioration des stocks, de croisements sélectifs optimisés, de rendements reproductifs exceptionnels et de catalogues de spécimens premium. Le vocabulaire était celui de l'élevage animal le plus sophistiqué, mais appliqué à des êtres humains.
Plus troublant encore, ces pratiques semblaient coordonnées entre plusieurs États, suggérant un réseau organisé d'une ampleur continentale, une véritable industrie de la reproduction humaine contrôlée. Un témoignage particulièrement troublant était arrivé aux oreilles de la société via un ancien esclave du nom de Samuel Hartwell, évadé d'une plantation de Georgie en février 1857. Hartwell parlait d'installations spécialisées où les femmes étaient confinées pendant leur grossesse, d'enfants séparés de leur mère dès la naissance, de registres tenus avec une précision maniaque détaillant les caractéristiques physiques et mentales de chaque individu. Ces descriptions étaient si précises et si cohérentes qu'elles ne pouvaient relever de la simple fabulation. Nathaniel arriva dans la région sous l'identité soigneusement construite de James Caldwell, un jeune investisseur du Kentucky intéressé par l'acquisition de terres agricoles dans le sud profond. Ses papiers d'identité, falsifiés par les meilleurs faussaires de Boston, indiquaient qu'il avait hérité d'un capital considérable d'un oncle maternel décédé dans un accident de diligence. Cette fortune fictive était évaluée à 45 000 $, une somme suffisante pour éveiller l'intérêt des propriétaires les plus influents de la région. Sa couverture était parfaite. Il avait étudié pendant des semaines les techniques agricoles les plus modernes, s'était documenté sur les cours du coton et les perspectives économiques du Sud, avait appris par cœur les généalogies des grandes familles de planteurs du Kentucky. Chaque détail de son histoire personnelle avait été vérifié et recoupé pour résister aux enquêtes les plus poussées. Cette identité factice lui ouvrait les portes des salons les plus fermés de la haute société géorgienne, où les planteurs discutaient librement de leurs méthodes, de leurs profits et de leurs projets d'expansion. Dans ces cercles privilégiés, l'argent était le seul critère de respectabilité, et un jeune homme fortuné était automatiquement accepté sans questions indiscrètes. Ce fut lors d'un dîner fastueux chez Silas Pemberton, propriétaire de la plantation Riverside qui s'étendait sur 8000 acres le long de la rivière Ogeechee, que Nathaniel entendit pour la première fois des détails qui le glacèrent d'horreur. La soirée avait commencé dans l'opulence caractéristique de l'aristocratie sudiste. Service en porcelaine de Limoges, argenterie anglaise, vin français millésimé, cigares cubains de première qualité. La demeure de Pemberton était un symbole de cette richesse bâtie sur la sueur humaine. Colonnade néoclassique, salon au plafond orné de fresques, bibliothèque contenant plus de 3000 volumes reliés de cuir. Tout respirait le raffinement et la culture, créant un contraste saisissant avec les horreurs qui allaient être révélées au cours de cette soirée. La conversation avait commencé de manière anodine, autour des prix du coton sur les marchés de New York et Liverpool, des prévisions météorologiques pour les récoltes à venir, des dernières innovations mécaniques pour améliorer le rendement des champs. Les convives, une dizaine de propriétaires parmi les plus influents du comté, échangeaient des propos convenus sur l'économie agricole et les défis de la main-d'œuvre. Mais après le 3e verre de Bourbon Kentucky, quand les domestiques eurent été congédiés et les portes du salon soigneusement fermées, les langues se délièrent et la conversation prit une tournure infiniment plus sombre. « Mon cher Caldwell », déclara Pemberton en tirant lentement sur son cigare, ses yeux perçants fixés sur Nathaniel, « si vous envisagez sérieusement d'investir dans notre région, il faut que vous compreniez une chose fondamentale. Le coton, c'est le passé. C'est une économie primitive qui dépend trop des caprices du climat et des cours internationaux. L'avenir, le véritable avenir, c'est dans l'optimisation des ressources humaines elles-mêmes. » Il marqua une pause théâtrale, savourant visiblement l'effet de ses paroles sur le jeune homme. « J'ai développé un système révolutionnaire qui me rapporte plus en 5 ans que mes champs de coton en 20. Un système que nous avons perfectionné entre associés et qui transforme radicalement l'approche traditionnelle de l'esclavage. » Les autres convives acquiescèrent avec des sourires entendus, comme s'ils partageaient un secret d'une importance capitale. Augustus Fairfield, dont la plantation Magnolia Grove s'étendait sur plus de 10 000 acres dans la partie ouest du comté, se pencha vers Nathaniel avec un air de conspirateur, sa voix baissée à un murmure théâtral. «
Nous avons créé quelque chose d'absolument unique, jeune homme. Un système d'élevage sélectif qui produit la main-d'œuvre la plus robuste, la plus efficace et la plus docile jamais vue sur ce continent. Nos registres généalogiques sont tenus avec une précision scientifique qui rivalise avec les meilleurs élevages de chevaux de course d'Angleterre. Chaque naissance, chaque croisement, chaque caractéristique physique et mentale sont consignés dans nos livres selon des méthodes que nous avons développées et affinées pendant près de 15 années d'expérimentation. Nathaniel sentit son sang se glacer dans ses veines, mais il parvint à conserver une expression de curiosité intéressée, hochant la tête comme si ces révélations éveillaient son instinct commercial. Fascinant, vraiment fascinant. Comment procédez-vous exactement? Quels sont vos critères de sélection? Ce fut Jeremiah Hawthorne qui répondit, un homme aux traits anguleux et aux yeux d'un bleu glacial qui semblait percer l'âme de ses interlocuteurs. Sa plantation, Willowbrook, était réputée dans tout le sud pour produire les esclaves les plus prisés des marchés de Savannah et Charleston, des individus qui se vendaient parfois jusqu'à 2000 $ pièce, un prix exorbitant pour l'époque. La méthode est d'une simplicité géniale, mais son application demande une rigueur absolue, commença Hawthorne d'une voix froide et méthodique. Nous sélectionnons nos reproducteurs selon des critères scientifiques précis. Force physique mesurable, résistance aux maladies épidémiques, docilité comportementale, aptitudes spécifiques à certaines tâches, intelligence pratique, longévité familiale. Les femelles les plus prometteuses, nous les appelons nos poulinières premium, sont systématiquement accouplées avec des mâles choisis pour leurs qualités complémentaires selon des calculs généalogiques complexes. La voix de Hawthorne était clinique, dénuée de toute trace d'humanité ou d'émotion. Il parlait d'êtres humains comme s'il s'agissait de bétail de race, avec une précision scientifique qui rendait le propos encore plus glaçant et révoltant. Nous tenons des registres généalogiques aussi détaillés que ceux des chevaux de course de Louisville ou des taureaux reproducteurs des meilleures fermes du Yorkshire. Chaque individu possède sa fiche complète remontant sur 3 générations minimum. Augustus Fairfield reprit la parole, son visage éclairé par la satisfaction du propriétaire fier de ses innovations. Nos partenaires du Mississippi, de l'Alabama, de la Caroline du Sud et même de la Louisiane nous envoient régulièrement leurs spécimens les plus prometteurs pour des échanges génétiques. Nous avons créé un véritable réseau d'amélioration de la race, comme d'autres échangent des semences de coton ou des plants de tabac. Le résultat ? Une amélioration constante et mesurable de la qualité de notre cheptel humain. Les semaines qui suivirent cette révélation initiale furent pour Nathaniel un plongeon progressif dans un monde d'horreur calculé qu'il n'aurait jamais imaginé possible, même dans ses cauchemars les plus noirs. Accepté dans le cercle restreint des éleveurs progressistes, comme ils se surnommaient entre eux avec une fierté déplacée, il eut progressivement accès aux documents les plus secrets de leur organisation clandestine. L'intégration ne se fit pas du jour au lendemain. Ces hommes étaient prudents, habitués au secret, et ils testèrent longuement la discrétion et la fiabilité du nouveau venu avant de lui révéler l'étendue véritable de leurs activités. Nathaniel dut faire preuve d'une patience remarquable, multipliant les visites cordiales, les dîners mondains, les parties de chasse, gagnant progressivement leur confiance par sa connaissance approfondie de l'agriculture et son apparent enthousiasme pour leur innovation. Dans le bureau feutré de Pemberton, derrière une bibliothèque coulissante dissimulée par un mécanisme ingénieux, se cachait un coffre-fort Mosler de fabrication new-yorkaise contenant des registres d'une précision terrifiante. Ces documents, que les propriétaires appelaient pompeusement leurs livres de lignée, constituaient l'ossature administrative de leur système d'élevage humain. Chaque volume était relié de cuir noir et fermé par des serrures de bronze. Les pages, numérotées et paraphées, répertoriaient chaque individu selon un système de classification minutieux d'une complexité administrative impressionnante. Chaque personne possédait un numéro unique à 6 chiffres, accompagné de mesures anthropométriques détaillées prises avec des instruments de précision. Taille au millimètre près, poids en livres et onces,
circonférence du crâne selon la méthode phrénologique, longueur des membres supérieurs et inférieurs, envergure, tour de poitrine, couleur exacte des yeux référencés selon un nuancier, texture et couleur des cheveux, particularité physique notable. Mais ce qui glaça le plus Nathaniel lors de ses premières consultations de ces registres infernaux, ce furent les annotations médicales et comportementales rédigées dans une écriture précise et froide. Résistance exceptionnelle aux fièvres marécageuses, aptitude naturelle remarquable pour les travaux de force, tempérament particulièrement docile et soumis, intelligence supérieure à la moyenne de sa catégorie raciale, prédisposition héréditaire aux affections pulmonaires, tendance à la rébellion nécessitant surveillance renforcée. Chaque être humain était réduit à une série de caractéristiques à optimiser, préserver ou éliminer selon une logique purement économique. Les notations incluaient même des évaluations de potentiel commercial avec des estimations de prix de vente selon différents marchés régionaux. Les femmes faisaient l'objet d'un traitement statistique particulièrement déshumanisant. Elles étaient classées selon leur potentiel reproducteur avec une précision gynécologique troublante. Leur cycle menstruel était minutieusement suivi et consigné, leur grossesse planifiée des mois à l'avance avec une précision d'horloger suisse. Les plus jeunes, à peine sortis de l'adolescence, étaient déjà assignés à des programmes de reproduction spécifiques selon des calculs génétiques approximatifs mais systématiques. Regardez ce spécimen exemplaire, dit Pemberton en montrant une page du registre à Nathaniel lors d'une séance de consultation dans son bureau. Numéro 423. 16 ans, excellente santé générale confirmée par examen médical complet. Hanches larges favorables à l'accouchement, mère de 3 enfants déjà tous classés dans la catégorie supérieure pour leurs caractéristiques physiques et mentales. Nous l'avons systématiquement accouplé avec le numéro 218, un mâle de 22 ans, aux capacités physiques remarquables, descendant d'une lignée sélectionnée depuis 2 générations. Leur descendance se vend à prix d'or sur les marchés les plus exigeants de Charleston et Savannah. Nathaniel dut s'agripper discrètement au bord du bureau d'acajou massif pour ne pas vaciller sous le choc de ces révélations. Ces hommes parlaient de planification génétique humaine, avec la même désinvolture technique qu'un éleveur discutant de l'amélioration de ses chevaux de trait ou de ses vaches laitières. Mais le plus atroce était encore à découvrir dans les tréfonds de leur système. Les registres révélaient l'existence de catégories spécialisées correspondant à des besoins économiques précis. Les travailleurs de force étaient sélectionnés pour leur robustesse physique et leur endurance, destinés aux travaux les plus pénibles dans les plantations de coton, de tabac ou de canne à sucre. Les domestiques de luxe étaient choisis pour leur apparence, leur intelligence et leurs aptitudes aux tâches délicates destinées au service dans les grandes maisons bourgeoises du Nord ou les demeures aristocratiques du Sud. Les artisans spécialisés étaient formés dès l'enfance aux métiers techniques, forge, menuiserie, maçonnerie, couture fine, cuisine raffinée. Une catégorie particulièrement sinistre était celle des spécimens d'études, des individus présentant des caractéristiques physiques ou mentales jugées intéressantes pour la recherche. Ces malheureux servaient de cobayes pour les expérimentations médicales menées par les médecins complices du réseau, des hommes qui avaient perverti leur serment d'Hippocrate pour servir cette industrie de l'horreur. Au fil des jours et des semaines d'infiltration patiente, Nathaniel découvrit progressivement l'ampleur véritable du réseau. Une organisation qui dépassait de loin ce qu'il avait pu imaginer lors de sa mission initiale. Ce n'était pas simplement l'initiative isolée de quelques planteurs particulièrement cruels, mais une véritable industrie structurée qui s'étendait sur plusieurs États, selon un plan d'ensemble minutieusement orchestré. Des correspondances secrètes circulaient régulièrement entre la Georgie, la Caroline du Sud, le Mississippi, l'Alabama, la Louisiane, et même certaines plantations du Tennessee et de la Virginie. Ces lettres, rédigées dans un code simple mais efficace, coordonnaient les échanges de matériel génétique, planifiaient les croisements entre lignées complémentaires, négociaient les prix de transfert des reproducteurs les plus prisés.
Chaque plantation participante s'était spécialisée dans un type particulier de production selon ses avantages géographiques, climatiques et logistiques. Cette spécialisation permettait d'optimiser les coûts et d'améliorer la qualité des résultats selon une logique industrielle appliquée à l'élevage humain. La plantation de Hawthorne, Willowbrook, était reconnue dans tout le réseau pour ses travailleurs de force premium. Des hommes et femmes sélectionnés sur plusieurs générations pour leur robustesse physique exceptionnelle, leur résistance aux maladies tropicales et leur longévité au travail. Les conditions climatiques particulières de la région, avec ses marécages et sa chaleur humide, constituaient un environnement de sélection naturelle qui ne laissait survivre que les individus les plus résistants. Celle de Fairfield, Magnolia Grove, s'était spécialisée dans les domestiques de luxe, des individus choisis pour leur apparence harmonieuse, leur intelligence pratique, leurs aptitudes aux tâches délicates et leur capacité d'adaptation aux environnements urbains sophistiqués. Ces esclaves étaient destinés aux riches familles de New York, Philadelphie, Boston, mais aussi aux planteurs les plus prospères qui souhaitaient impressionner leurs invités par la qualité de leurs services domestiques. Une plantation du Mississippi, dirigée par un certain Cornelius Blackwood, un ancien médecin reconverti dans l'agriculture après un scandale médical, était spécialisée dans les artisans techniques, des esclaves formés dès l'enfance aux métiers les plus sophistiqués, forge artistique, menuiserie d'art, maçonnerie ornementale, horlogerie, couture haute couture. Ces individus atteignaient des prix de vente extraordinaires sur les marchés spécialisés, parfois jusqu'à $3 000 pour un artisan particulièrement talentueux. Une plantation de Louisiane, située dans les bayous près de la Nouvelle-Orléans, se concentrait sur les compagnons de société, des esclaves éduqués, parlant plusieurs langues, formés à la musique et aux arts, destinés à accompagner les riches voyageurs ou à agrémenter les salons bourgeois. Cette catégorie particulièrement cynique exploitait les capacités intellectuelles et artistiques des victimes pour le divertissement de leurs oppresseurs. Le système révélait une complexité diabolique qui stupéfiait Nathaniel par son organisation méticuleuse. Des fiches individuelles détaillaient non seulement les caractéristiques physiques mesurables, mais aussi les aptitudes professionnelles testées, le tempérament évalué selon des grilles comportementales, les antécédents médicaux familiaux sur 3 générations, et même les traits de personnalité jugés favorables ou défavorables selon la destination commerciale prévue. Des codes couleurs sophistiqués indiquaient le statut reproducteur de chaque individu. Vert pour les femmes en âge de procréer et en bonne santé reproductive. Rouge pour les hommes sélectionnés comme géniteurs selon leur qualité génétique. Bleu pour les spécimens stériles ou jugés inaptes à la reproduction pour diverses raisons médicales ou héréditaires. Noir pour les individus destinés à l'élimination discrète en raison de défauts rédhibitoires. Un soir de novembre particulièrement froid, dans la bibliothèque lambrissée de chênes de Pemberton, Nathaniel découvrit un document qui lui donna une nausée violente et durable. Intitulé « Protocole d'optimisation génétique, révision 1856 », ce manuel de 60 pages détaillait avec une précision médicale les méthodes utilisées pour améliorer le cheptel humain selon les dernières théories pseudo-scientifiques de l'époque. Le document commençait par une introduction théorique prétentieusement rédigée. L'amélioration de la race humaine de couleur par la sélection artificielle constitue un devoir moral et économique des propriétaires éclairés. Les principes établis par les éleveurs de chevaux et de bovins s'appliquent avec encore plus d'efficacité aux populations humaines, permettant d'obtenir en quelques générations des améliorations remarquables des capacités physiques et mentales. Les femmes en âge de procréer étaient systématiquement examinées par des médecins corrompus qui établissaient des certificats détaillés de qualité reproductrice selon des critères gynécologiques, morphologiques et héréditaires. Ces examens, d'une brutalité déshumanisante, étaient menés avec des instruments médicaux détournés de leur usage thérapeutique pour servir cette sélection industrielle. Les critères d'évaluation incluaient la régularité des cycles menstruels, la largeur du bassin, l'historique des accouchements précédents,
l'absence de maladies vénériennes, la santé dentaire, la qualité de la peau, la couleur des yeux et des cheveux, la taille et le poids, mais aussi des évaluations plus subjectives de l'intelligence domestique, de la docilité naturelle et du potentiel éthique. Celles jugées déficientes selon ces critères arbitraires étaient secrètement stérilisées par des interventions chirurgicales sommaires présentées comme des soins médicaux de routine. Les victimes n'étaient jamais informées de la nature réelle de ces opérations et beaucoup mouraient des suites d'infections post-opératoires dans des conditions sanitaires déplorables. Les enfants présentant des défauts physiques ou mentaux selon les standards du réseau étaient soit vendus à bas prix sur les marchés secondaires de moindre qualité, soit discrètement éliminés par diverses méthodes présentées comme des accidents ou des maladies naturelles. Cette élimination systématique des échecs génétiques faisait partie intégrante du processus d'amélioration de la qualité globale du cheptel. Si cette révélation vous donne des frissons dans le dos, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces pratiques abominables qui ont réellement existé dans l'histoire américaine. La découverte la plus atroce et la plus traumatisante attendait Nathaniel dans les sous-sols spécialement aménagés de la plantation Willowbrook, des installations souterraines que Hawthorne appelait avec un cynisme révoltant ses laboratoires de perfectionnement humain. L'invitation à visiter ces installations spécialisées était venue après plusieurs semaines de mise en confiance progressive, quand Hawthorne eut acquis la certitude que le jeune investisseur partageait leur vue progressiste sur l'optimisation de la main-d'œuvre servile. Ces bâtiments, soigneusement dissimulés au cœur de la propriété et isolés des regards indiscrets par des bosquets denses de magnolias et de cyprès, avaient été conçus selon des plans architecturaux spécifiques pour répondre aux besoins particuliers de l'élevage humain industrialisé. L'accès se faisait par un escalier de pierre descendant sur 3 niveaux souterrains, éclairé par un système ingénieux de miroirs reflétant la lumière naturelle depuis la surface. Ce que Nathaniel découvrit dans ces souterrains dépassa ses pires cauchemars d'horreur et de déshumanisation. Les pouponnières sélectives, comme les appelait cyniquement Hawthorne, étaient des baraquements souterrains où les femmes enceintes étaient confinées sous surveillance médicale constante pendant toute la durée de leur grossesse. Chaque femme occupait une cellule individuelle de 3 mètres sur 2, meublée seulement d'un lit de fer, d'une bassine de toilette et d'un seau hygiénique. La surveillance était exercée par des gardiennes spécialement formées, des femmes esclaves plus âgées qui avaient été promues à cette fonction après avoir fait leurs preuves dans la reproduction. Ces surveillantes, rendues complices par un système de privilèges et de menaces, appliquaient avec une rigueur implacable les protocoles établis par les médecins du réseau. Chaque grossesse était minutieusement suivie selon un calendrier médical strict. Les régimes alimentaires étaient adaptés de manière pseudo-scientifique selon les caractéristiques souhaitées pour l'enfant à naître. Les femmes portant des fœtus destinés aux travaux de force recevaient une alimentation riche en protéines et en fer. Celles dont les enfants étaient prévus pour le service domestique suivaient un régime différent, censé favoriser l'intelligence et la finesse des traits. Les nouveau-nés étaient immédiatement séparés de leur mère dans les minutes suivant l'accouchement et transportés dans des nurseries graduées où ils étaient classés selon leur potentiel commercial, évalué par un examen médical sommaire. Cette séparation brutale, justifiée par des prétextes d'hygiène et d'efficacité, brisait systématiquement les liens maternels pour faciliter le conditionnement ultérieur. Nous avons développé des techniques nutritionnelles révolutionnaires qui influencent favorablement le développement du fœtus, expliqua avec une fierté déplacée le docteur Edmund Crenshaw, le médecin attitré de la plantation, un homme aux cheveux gris et aux mains tachées par des décennies de pratiques inavouables. Une alimentation riche en fer et en calcium produit des enfants significativement plus robustes. Certaines herbes médicinales locales favorisent le développement de la masse musculaire. D'autres influencent positivement les capacités cognitives. Nous obtenons des résultats statistiquement mesurables et reproductibles. Dans une pièce adjacente aux pouponnières,
Nathaniel découvrit les nurseries graduées, un système de séparation des enfants dès la naissance selon leur classification prévisionnelle. Les nouveau-nés étaient répartis dans des berceaux numérotés selon un code couleur correspondant à leur destination commerciale future. Cette séparation précoce permettait d'appliquer des programmes de conditionnement différenciés dès les premiers mois de vie. Les enfants destinés aux travaux de force étaient nourris avec des laits enrichis et soumis, dès l'âge de 6 mois, à des exercices physiques progressifs destinés à développer leur musculature et leur endurance. Ceux destinés au service domestique recevaient une éducation rudimentaire mais soignée, apprenant dès 3 ans les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul, ainsi que les règles de comportement en société bourgeoise. Un programme d'éducation spécialisé d'une cruauté psychologique raffinée était appliqué selon la destination commerciale prévue. Les futurs travailleurs de force étaient conditionnés à la soumission absolue par un système de punition et récompense qui brisait toute velléité de rébellion. Les futurs domestiques apprenaient les codes de la politesse, les techniques de service à table, les rudiments de plusieurs langues européennes. Regardez ce groupe d'enfants de 5 ans, dit Hawthorne, en désignant une dizaine de bambins qui jouaient sous la surveillance d'une gouvernante dans une cour intérieure. Tous issus de croisements sélectifs entre nos meilleurs spécimens reproducteurs, choisis selon des critères génétiques précis. Observez leur développement physique harmonieux, leur coordination motrice supérieure, leur discipline naturelle. Dans 10 ans, ils seront vendus comme ouvriers spécialisés de première classe, au prix de 1 800 à 2 000 $ pièce sur les marchés de Savannah et Charleston. La froideur avec laquelle il parlait de ses enfants, qui jouaient innocemment sous leurs yeux, inconscients du sort qui les attendait, révolta Nathaniel jusqu'à la moelle de ses os. Ces petits êtres humains étaient traités comme des investissements financiers à long terme, leur enfance entière planifiée selon des objectifs de rentabilité commerciale. Mais l'horreur atteignit son paroxysme quand Hawthorne lui présenta les ateliers de formation professionnelle, des bâtiments où les adolescents de 12 à 16 ans étaient soumis à un dressage intensif selon leur spécialisation future. Les futurs forgerons apprenaient le maniement du marteau et de l'enclume dans des conditions d'épuisement calculées pour tester leur résistance. Les futures couturières étaient formées sur des machines à coudre sophistiquées importées d'Europe, travaillant 12 heures par jour sur des ouvrages de plus en plus complexes. Le réseau possédait même ses propres circuits de commercialisation, une organisation commerciale parallèle d'une sophistication remarquable. Des acheteurs privilégiés, grands planteurs, industriels du Nord, riches familles bourgeoises, recevaient des catalogues illustrés présentant les produits disponibles selon leurs besoins spécifiques et leurs capacités financières. Ces catalogues, imprimés sur du papier de qualité avec des dessins précis, ressemblaient à s'y méprendre aux publicités pour le matériel agricole ou les chevaux de race. Les descriptions étaient rédigées dans le style commercial de l'époque. Femelle numéro 8, 147, 18 ans, formation domestique complète incluant cuisine française et services de table raffinés, excellente santé confirmée par certificat médical, garantie fertile avec antécédents reproducteurs satisfaisants. Prix, 1 200 $, transport inclus. Ou encore, mâle numéro 623, 22 ans, force physique exceptionnelle mesurée selon standards établis, spécialisé dans la métallurgie fine avec formation d'apprenti horloger, tempérament particulièrement docile et obéissant. Prix, 1 500 $, formation complémentaire possible. Les acheteurs les plus fortunés pouvaient même commander des productions sur mesure selon leurs besoins particuliers. Un riche planteur de Louisiane spécialisé dans la canne à sucre avait commandé une équipe de 12 jeunes hommes aux caractéristiques physiques précises pour former une brigade de travailleurs spécialisés dans les techniques de récolte les plus modernes. La commande, passée en janvier 1856, avait été livrée 18 mois plus tard avec certificat de qualité, garantie de performance et manuel d'utilisation détaillé.
Un riche négociant de Charleston avait commandé une famille domestique complète. Un couple reproducteur, 2 enfants déjà formés et 2 adolescents en cours de dressage, tous sélectionnés selon des critères esthétiques et comportementaux très précis. Cette commande exceptionnelle, facturée $8 000, incluait un service après-vente avec suivi médical et formation complémentaire pendant 2 ans. C'est en fouillant dans les archives personnelles les plus secrètes d'Augustus Fairfield, lors d'une visite nocturne risquée dans son bureau privé, que Nathaniel fit la découverte la plus terrible et la plus compromettante de toute son infiltration. Dans un coffre-fort dissimulé derrière une fausse cloison de la bibliothèque, il trouva les protocoles d'élimination systématique. Des documents d'une froideur administrative terrifiante qui détaillaient les méthodes utilisées pour éliminer discrètement les spécimens défaillants, selon des critères pseudo-scientifiques impitoyables. Ces protocoles, rédigés avec la précision d'un manuel médical, établissaient des catégories de défaillance justifiant l'élimination. Malformation physique visible, retard de développement mental, tendance comportementale, jugée dangereuse, prédisposition héréditaire à certaines maladies, résistance excessive au conditionnement, potentiel de rébellion évalué comme élevé. Les enfants nés avec des malformations, même légères, ceux qui développaient des troubles du comportement ou qui montraient des signes précoces de rébellion ou d'intelligence excessive, étaient systématiquement éliminés selon des méthodes soigneusement choisies pour éviter les soupçons. Les techniques variaient selon les circonstances. Empoisonnement lent par des substances végétales locales difficilement détectables, accidents arrangés lors des travaux dangereux, négligence médicale calculée lors de maladies bénignes facilement curables, ou simple abandon dans les marécages infestés d'alligators. Nous ne pouvons nous permettre le moindre sentimentalisme dans cette entreprise scientifique. Était-il écrit dans un mémorandum interne signé conjointement par Hawthorne, Fairfield et Pemberton. Chaque élément défectueux qui survit et se reproduit contamine irrémédiablement la pureté génétique de notre travail et compromet les investissements considérables que nous avons consentis. L'élimination précoce et systématique des échecs génétiques constitue une nécessité économique absolue et un devoir scientifique envers les générations futures. Le document le plus glaçant était un rapport médical détaillé de 50 pages sur les expérimentations menées par le docteur Crenshaw pour optimiser les performances reproductives et identifier les facteurs héréditaires défavorables. Ce rapport, illustré de croquis anatomiques précis et de tableaux statistiques, documentait des années d'expérimentation sur des femmes enceintes utilisées comme cobayes humains pour tester l'effet de différents régimes alimentaires, médicaments et traitements sur la fertilité et la qualité des naissances. Les expériences incluaient l'injection de diverses substances pendant la grossesse pour influencer le développement du fœtus, la modification des régimes alimentaires pour tester leur impact sur les caractéristiques physiques des nouveau-nés, l'utilisation de médicaments expérimentaux pour augmenter la fréquence des naissances gémellaires, et même des interventions chirurgicales exploratoires sur des femmes vivantes pour étudier l'anatomie reproductive. De nombreuses femmes mouraient lors de ces expérimentations atroces, leurs décès étant systématiquement attribués dans les registres officiels à des complications naturelles de l'accouchement ou à des fièvres puerpérales. Les corps étaient enterrés dans un cimetière clandestin au fond de la propriété, sans marque ni inscription, comme s'ils n'avaient jamais existé. Nathaniel découvrit aussi l'existence d'un laboratoire souterrain secret où le docteur Crenshaw menait des recherches approfondies sur l'hérédité des caractères physiques et mentaux. Ce laboratoire, équipé d'instruments chirurgicaux de précision et de matériel de mesure anthropométrique, servait à disséquer les corps des victimes décédées pour étudier les corrélations entre les caractéristiques physiques observables et les performances effectives. Les notes de Crenshaw, rédigées d'une écriture minutieuse dans des cahiers reliés de cuir noir, documentaient avec une précision maniaque les mesures crâniennes, la densité osseuse, la masse musculaire, la capacité pulmonaire, les particularités anatomiques de centaines d'individus autopsiés.
Ces données étaient ensuite analysées selon des théories pseudo-scientifiques pour identifier les marqueurs génétiques favorables ou défavorables. L'étude anatomique systématique confirme définitivement nos théories sur la transmission héréditaire des aptitudes physiques et mentales, écrivait-il dans un rapport confidentiel daté de septembre 1857. Les spécimens issus de nos croisements sélectifs présentent des caractéristiques anatomiques supérieures de 15 à 20% en moyenne par rapport aux populations non sélectionnées. La capacité crânienne est augmentée de 8%, la densité osseuse de 12%, la masse musculaire de 17%. Mais la révélation la plus terrifiante et la plus inquiétante pour l'avenir concernait les plans d'expansion à grande échelle du réseau. Nathaniel découvrit des documents détaillant des projets de création de centres d'élevage industriel de nouvelle génération, capables de produire des milliers d'individus par an selon des spécifications précises et standardisées. Ces installations, prévues pour être construites dans des régions isolées du Texas et de l'Arkansas, devaient révolutionner l'industrie de l'esclavage en appliquant les méthodes de production de masse aux êtres humains. L'objectif déclaré était de contrôler entièrement la population esclave du Sud en l'espace de 2 générations, créant une main-d'œuvre parfaitement adaptée aux besoins économiques spécifiques de chaque région et de chaque industrie. Les plans prévoyaient même la création de lignées spécialisées, des familles entières sélectionnées et reproduites sur plusieurs générations pour optimiser leurs performances dans des domaines précis. Un document particulièrement troublant, signé par tous les dirigeants du réseau, évoquait des négociations avancées avec des investisseurs européens, notamment français et anglais, intéressés par l'exportation de cette technologie d'optimisation humaine vers leurs colonies africaines, asiatiques et caribéennes. L'esclavage industrialisé selon des critères génétiques devait devenir un modèle économique mondial, une révolution de l'exploitation humaine à l'échelle planétaire. Les correspondances avec ces investisseurs étrangers révélaient l'ampleur des ambitions du réseau. Une lettre du baron français Henri de Montclair, propriétaire de plantations en Martinique, évoquait la possibilité d'adapter les méthodes géorgiennes aux populations créoles des Antilles. Un courrier du négociant britannique Sir William Ashworth proposait d'appliquer ces techniques aux travailleurs forcés des plantations de thé en Inde et de coton en Égypte. La nuit du 15 octobre 1857, par une soirée sans lune particulièrement propice aux activités clandestines, Nathaniel Richardson réussit à s'échapper de la plantation Willowbrook avec une sacoche de cuir contenant des copies soigneusement dissimulées des documents les plus compromettants et les plus accablants qu'il avait pu réunir pendant ces semaines d'infiltration paix et rieuse. Il avait passé 3 semaines à photographier secrètement les registres les plus secrets avec un appareil miniature de dernière technologie fourni par ses contacts abolitionnistes de Boston, un travail de documentation minutieux réalisé dans des conditions de stress et de danger constant. L'évasion avait été planifiée avec un soin méticuleux. Profitant d'une réception organisée par Hawthorne pour célébrer la vente exceptionnelle d'un lot de spécimens premium à un acheteur de la Nouvelle-Orléans, Nathaniel avait feint un malaise et s'était retiré dans sa chambre d'invité. Puis, vers 2 heures du matin, quand les festivités s'étaient calmées et que les gardiens avaient relâché leur surveillance, il avait escaladé discrètement le mur d'enceinte de la propriété pour rejoindre un cheval qu'il avait secrètement attaché dans un bosquet à 1 mile de distance. Mais sa fuite ne passa pas totalement inaperçue malgré ses précautions. Hawthorne, rendu méfiant par des années de clandestinité et habitué à déceler les comportements suspects, avait remarqué certains documents légèrement déplacés dans son bureau personnel et soupçonnait depuis quelques jours une possible infiltration. La découverte de l'absence de son invité à l'aube confirma ses soupçons et déclencha immédiatement une réaction d'une violence extraordinaire. Une chasse à l'homme impitoyable s'organisa dans l'heure qui suivit dans tout le comté de Burke et les régions environnantes.
Les milices locales furent mobilisées d'urgence sous le prétexte officiel de rechercher un esclave fugitif particulièrement dangereux armé et susceptible d'attaquer les voyageurs isolés. Des avis de recherche furent placardés dans toutes les villes et villages de la région, offrant une récompense de $500 pour la capture, mort ou vif, du fugitif. Hawthorne avait utilisé ses relations politiques étendues et ses appuis financiers considérables pour mobiliser toutes les autorités locales. Le shérif du comté, le juge de paix, les miliciens, les planteurs voisins, tous participèrent aux recherches avec un acharnement qui témoignait de l'importance de l'enjeu pour le réseau clandestin. Nathaniel chevaucha sans relâche pendant 36 heures à travers les marécages dangereux et les forêts denses, évitant les routes principales et les zones habitées, se nourrissant de provisions de survie qu'il avait dissimulées dans sa sacoche de documents. Son cheval, épuisé par cette course effrénée dans des terrains difficiles, finit par s'effondrer à 15 miles d'Augusta, obligeant le jeune homme à continuer à pied dans des conditions épuisantes. Il atteignit finalement Augusta, après 2 jours et 2 nuits d'une fuite épuisante à travers les marécages infestés d'alligators et de serpents venimeux, les pieds en sang, les vêtements déchirés, dans un état d'épuisement physique et nerveux extrême. Mais à peine arrivé dans les faubourgs de la ville, avant même qu'il ait pu contacter ses alliés abolitionnistes locaux, il fut arrêté par le shérif municipal, accompagné d'une douzaine d'adjoints armés. L'arrestation se fit sous l'accusation officielle de vol qualifié de propriété privée, violation de domicile aggravée et incitation à la rébellion servile, des chefs d'inculpation particulièrement graves dans le contexte politique tendu de l'époque. Les planteurs impliqués dans le réseau avaient utilisé leurs influences politiques considérables et leurs appuis financiers pour faire arrêter le jeune homme avant qu'il puisse révéler publiquement ses découvertes. Enfermé dans la prison municipale d'Augusta, une bâtisse de briques rouges aux conditions de détention particulièrement dures, Nathaniel fut placé dans une cellule d'isolement sous surveillance constante. Officiellement, cette mesure était justifiée par le caractère particulièrement dangereux du détenu et les risques d'évasion. En réalité, il s'agissait d'empêcher tout contact avec l'extérieur et toute possibilité de transmission d'informations. Malgré cette surveillance étroite, Nathaniel réussit le 3e jour de sa détention à faire passer un message crypté à ses contacts du Nord en corrompant un gardien avec une bague en or héritée de son grand-père. Ce message, rédigé selon un code convenu à l'avance avec ses supérieurs abolitionnistes, contenait des indications précises sur la cachette où il avait dissimulé les documents photographiés avant son arrestation. Les agents abolitionnistes infiltrés dans la région récupérèrent effectivement la sacoche de documents et la transmirent par des circuits clandestins sécurisés aux journaux abolitionnistes les plus influents de Boston, New York et Philadelphie. Mais quand les premiers articles commencèrent à paraître dans la presse du Nord, une campagne de désinformation massive et sophistiquée fut immédiatement lancée par les réseaux d'influence sudistes. Les planteurs impliqués, coordonnant leur défense avec l'aide d'avocats expérimentés et de spécialistes en relations publiques, nièrent catégoriquement et avec véhémence l'existence de telles pratiques d'élevage humain. Ils présentèrent Nathaniel comme un mythomane dérangé mentalement, un agitateur abolitionniste fanatique, cherchant à nuire à l'économie prospère du Sud par des accusations fantaisistes et des faux documents grossiers. Des témoins furent rapidement soudoyés avec des sommes importantes pour confirmer que le jeune homme avait été vu plusieurs fois en état d'ivresse avancée dans les tavernes locales, proférant des menaces incohérentes contre les propriétaires respectés de la région et tenant des propos délirants sur des conspirations imaginaires. Le 3 novembre 1857, à l'aube d'une journée qui s'annonçait décisive pour son procès, Nathaniel Richardson fut retrouvé mort dans sa cellule d'isolement par le gardien de service. Officiellement, selon le rapport établi par les autorités pénitentiaires, il s'était suicidé par pendaison en utilisant des lambeaux de sa chemise attachés aux barreaux de la fenêtre de sa cellule. Mais le médecin légiste municipal, le docteur James Whitfield, nota discrètement dans son rapport confidentiel plusieurs contusions suspectes sur le corps du défunt. Des traces de strangulation incompatibles avec un suicide par pendaison,
et des signes de lutte évidents dans la cellule. Ces observations troublantes furent immédiatement classées secrètes par ordre du juge instructeur et ne furent jamais rendues publiques. Les journaux du Nord publièrent néanmoins courageusement les documents obtenus grâce au sacrifice de Nathaniel, révélant au public américain et européen l'existence de ce réseau d'élevage humain industrialisé. Mais sans le témoignage vivant de leurs sources et face à la campagne de désinformation orchestrée par les défenseurs du réseau, ces révélations furent facilement contestées par les avocats spécialisés des planteurs. Une expertise judiciaire diligentée par les autorités fédérales et financée secrètement par les intérêts sudistes conclut de manière prévisible que les registres photographiés étaient des faux grossiers, des documents fabriqués par des agitateurs abolitionnistes extrémistes pour discréditer l'institution esclavagiste et nuire aux intérêts économiques légitimes du Sud. Quelques semaines après la mort suspecte de Nathaniel, dans une série de coïncidences troublantes qui ne trompèrent personne parmi les abolitionnistes, les plantations de Pemberton, Hawthorne et Fairfield furent simultanément détruites par des incendies accidentels d'une violence extraordinaire. Ces brasiers, attisés par des vents opportunément violents, consumèrent intégralement tous les bâtiments, y compris les archives secrètes, les laboratoires clandestins et tous les documents compromettants. Les propriétaires, prévenus mystérieusement à temps, échappèrent tous aux flammes et touchèrent d'importantes indemnités d'assurance qui leur permirent de s'installer discrètement dans d'autres États sous de nouvelles identités soigneusement construites. Pemberton réapparut en Alabama sous le nom de Silas Porter, Hawthorne s'établit au Texas comme Jeremiah Harper, Fairfield s'installa en Arkansas sous l'identité d'Augustus Fletcher. Le réseau d'élevage humain ne fut jamais officiellement démantelé par les autorités compétentes. Les enquêtes fédérales furent systématiquement étouffées par des pressions politiques et financières considérables. Après la guerre de sécession et l'abolition légale de l'esclavage, plusieurs centaines d'anciens esclaves témoignèrent courageusement devant les commissions de la reconstruction de pratiques d'élevage humain dans les plantations où ils avaient été détenus. Ces témoignages concordants, détaillant les séparations familiales systématiques, les accouplements forcés, les sélections génétiques, les expérimentations médicales, auraient dû déclencher des poursuites judiciaires massives. Mais ces révélations furent systématiquement discréditées par les autorités de la reconstruction, officiellement soucieuses de pacifier le Sud et d'éviter une guerre civile permanente. En 1923, 66 ans après les révélations de Nathaniel, un jeune historien de l'Université de Georgie, le professeur Thomas Hadley, retrouva dans les archives poussiéreuses de la Société généalogique de Savannah plusieurs registres d'élevage humain miraculeusement échappés aux destructions systématiques de 1857. Ces documents authentiques, datés et paraphés, confirmaient de manière irréfutable l'existence du système d'élevage humain organisé décrit par Nathaniel Richardson. Les registres détaillaient les généalogies contrôlées, les croisements planifiés, les classifications raciales, les prix de vente, exactement comme l'avait révélé le jeune abolitionniste martyr. Le professeur Hadley prépara une publication scientifique exhaustive documentant ces découvertes historiques majeures. Mais l'administration universitaire, sous la pression de donateurs influents descendant des anciennes familles de planteurs, refusa catégoriquement d'autoriser cette publication par respect pour les familles des personnes mentionnées et pour préserver la paix sociale dans la région. Ces registres historiques accusateurs disparurent mystérieusement à nouveau en 1934, lors d'un accident inexpliqué dans les archives universitaires. Un incendie d'origine inconnue détruisit sélectivement les documents les plus compromettants, épargnant curieusement les autres collections historiques conservées dans la même salle. Seules quelques photocopies partielles de ces registres survivent aujourd'hui, précieusement conservées dans les collections privées de descendants d'abolitionnistes et de quelques historiens courageux. Elles portent un témoignage fragmentaire, mais accablant d'une horreur que l'histoire officielle préfère encore aujourd'hui oublier et nier. Aujourd'hui encore, dans certaines familles afro-américaines du Sud profond,
Circulent des histoires troublantes transmises oralement de génération en génération sur leurs ancêtres esclaves. Des récits fragmentaires mais persistants parlent d'enfants systématiquement séparés de leurs parents dès la naissance, d'accouplements forcés selon des critères mystérieux, de registres secrets minutieusement tenus par les maîtres, de sélection génétique appliquée aux êtres humains. Mais ces témoignages familiaux restent fragmentaires, difficiles à vérifier scientifiquement, perdus dans les limbes de la mémoire collective et de la transmission orale. Les preuves documentaires ont été systématiquement détruites, les témoins réduits au silence, les archives officielles épurées. Les descendants des planteurs impliqués dans ce réseau d'horreur ont prospéré après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage. Leur fortune colossale, bâtie sur cette industrie inhumaine de la chair humaine, ont financé la construction d'universités prestigieuses, d'hôpitaux renommés, de fondations caritatives respectées qui portent encore leur nom aujourd'hui dans tout le Sud américain. Dans les cimetières paisibles de Georgie, d'Alabama et du Mississippi, leurs tombes de marbre blanc portent des épitaphes laudatives célébrant leur contribution au développement économique et culturel du Sud. Aucune de ces inscriptions ne mentionne les milliers de vies humaines broyées par leur système d'élevage industrialisé, les familles détruites, les enfants arrachés à leur mère, les expérimentations médicales atroces. Nathaniel Richardson repose dans un cimetière anonyme d'Augusta, dans une tombe qui ne porte qu'un numéro de série gravé sur une simple plaque de fonte, sans nom, sans date, sans inscription commémorative. Mais son sacrifice héroïque n'a pas été totalement vain. Les documents qu'il a sauvés au prix de sa vie ont inspiré toute une génération d'abolitionnistes déterminés et ont contribué, même partiellement, à révéler au monde l'ampleur des horreurs de l'esclavage américain industrialisé. La question fondamentale demeure cependant entière et plus troublante que jamais. Combien d'autres réseaux similaires ont-ils opéré dans l'ombre pendant des décennies sans être jamais découverts? Combien de familles actuelles portent-elles encore dans leurs gènes les traces de ces expérimentations génétiques cruelles? Et surtout, ces pratiques d'élevage humain ont-elles vraiment cessé définitivement avec l'abolition légale de l'esclavage, ou ont-elles simplement trouvé d'autres formes plus discrètes, d'autres victimes plus vulnérables, d'autres justifications pseudo-scientifiques? Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang et fait réfléchir sur les horreurs cachées de notre histoire? Pensez-vous que tout a été révélé sur ces pratiques abominables d'élevage humain? Partagez vos réflexions les plus profondes en commentaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres secrets historiques troublants et partagez cette vidéo avec tous ceux qui s'intéressent aux zones d'ombre les plus sombres de l'histoire humaine. Car parfois, la réalité historique est infiniment plus terrifiante que toutes les fictions.